Est-ce qu'il y a un moment dans l'existence d'une musique pour un film, tu t'es dit, tiens, cette musique, elle va faire exister le film? Oui, en effet, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est toujours assez opaque, finalement. Les producteurs, dès qu'on parle de musique, il y a une sorte de réaction assez épidermique. Parfois, on va dire, tout le processus démarre sur l'écoute ou la lecture, soit du projet, du scénario, du pitch, du synopsis. Très souvent, quand c'est accompagné d'une bible graphique, c'est là où les choses se dessinent de façon plus claire, parce que souvent sur la base d'un scénario, tu commences à avoir des idées qui fusent, mais il faut les opposer très vite. Voilà, on va dire un cadre. Et les diffuseurs, que ce soit les plateformes de streaming ou les chaînes de télévision, ont aussi leur mot à dire souvent sur... Bien sûr, ouais, d'accord. Donc c'est beaucoup de personnes avec qui il faut composer, quoi. Voilà, c'est sans ça. faire de jeu de mots. C'est vrai que ça fait partie de notre mission. C'est-à-dire que cette recherche permanente à la fois de transmission, de réussir à créer des connexions, c'est une motivation du quotidien chez toute la team de 22D. Bonjour et bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Emmanuel Delétang, le fondateur de 22D Musique, société indépendante spécialisée dans l'édition et la gestion de droits musicaux. Emmanuel a créé 22D Musique en 2003 et la dirige depuis 2006 auprès de sa partenaire et compagne Sandrine Maubourguet. 22D Musique est devenu un acteur incontournable dans le monde de l'édition musicale pour les œuvres audiovisuelles, notamment dans l'animation. Nous parlons ensemble de son travail auprès de compositeurs de renom, de l'importance de la supervision musicale sur des œuvres de cinéma, et il nous dévoilera aussi les défis auxquels fait face l'industrie actuellement. Emmanuel aborde finalement l'impact qu'a la musique dans une œuvre cinématographique et nous parle aussi de comment ils accompagnent les créatifs à chaque étape de la production d'un score pour un film ou une série. J'espère que cette conversation vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci infiniment et bonne écoute à vous. Emmanuel, bienvenue sur The Anima Show. Merci. Est-ce qu'il y a un moment dans l'existence d'une musique pour un film, tu t'es dit, tiens, cette musique, elle va faire exister le film? Tu t'attaques fort avec ta question. C'est arrivé, oui, en effet, c'est arrivé. C'est arrivé même d'être sur une logique avec un échange avec un compositeur où, à la lecture d'un scénario, il compose de façon assez intuitive un thème au piano et on se dise de façon assez évidente, mais je pense que ça devrait coller. Ouais. Et ça, c'est arrivé assez rarement, je dois dire, mais... Ça doit être un moment assez exquis, quoi. Tu te dis, waouh! Tu es assez surpris que tu aies on va dire, en plus, ça, c'est une sorte de complicité avec un compositeur. Et en l'occurrence, c'était sur Ernest et Célestine. Ah oui, très bien. Ouais, avec Vincent Courtois sur le premier Ernest et Célestine, où justement, à la lecture, il avait commencé à composer un thème et donc il s'est avéré être le thème du film. Ça doit être un kiff. Donc, pour remettre un peu les choses en place, 22D Musique, donc c'est ta structure. Vous faites de l'édition musicale, vous faites de la production, de la supervision musicale. Tout ça pour des œuvres originales qui sont des films, des séries, en animation, en live action. Et ça fait bientôt quoi, une petite vingtaine d'années que tu fais ça. Donc, tu en as vu passer, en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce métier finalement de garant de la musique d'une œuvre audiovisuelle? Qu'est-ce qui fait la spécificité? Je pense c'est l'écoute, Il faut être vraiment à l'écoute des talents. Ouais. Essayer de les accompagner avec une expertise acquise au fil des années. Et en étant toujours au service du projet, en conservant une certaine forme de neutralité. C'est-à-dire que c'est toute la difficulté de se mettre vraiment au niveau du projet et rester objectif, défendre aussi certains avis, une sorte d'opinion qu'on peut avoir à un instant T qui peut aussi être remise en question, donc rester aussi suffisamment ouvert, assez souple aussi dans la façon de gérer d'une certaine façon les talents. Parce que c'est toute la difficulté, on va dire, dans le cadre du cinéma d'animation principalement, où on va dire, la durée de tout le processus créatif est quand même assez long. Ouais. Donc ça peut, entre le moment où
où le projet part en développement et le moment de sa sortie salle, il peut à la fois évoluer, et puis sur une durée de 5 ans, même la vision qu'on peut avoir de la musique ou d'un score d'un projet peut elle aussi évoluer. Donc il y a une maturité du compositeur, une maturité des réalisateurs, réalisatrices. Donc tout ça fait que nous, à notre niveau, on essaie d'être une sorte de bulle de sérénité. Avec les différents talents impliqués dans le... Exactement, pour essayer de leur maintenir cette dynamique créative, la soutenir si besoin, la remettre en question, mais toujours dans un schéma d'être au service à la fois des producteurs, qui sont souvent eux qui nous engagent, et à toujours garder en tête le projet. Le projet artistiquement, quoi. Artistiquement, exactement. Et alors, il y a différents métiers, finalement, sous la coupelle de 22D Musique. Qu'est-ce qui différencie l'édition de la production, de la supervision? Je suis assez novice dans le domaine et j'aimerais bien comprendre ça. Moi, je vais te faire une sorte de glossaire, la définition. Allez, c'est parti. Non, mais c'est vrai que c'est toujours assez opaque, finalement. Les producteurs, dès qu'on parle de musique, il y a une sorte de réaction assez épidermique, parfois. Et donc, le métier de l'édition, à la base, c'est quand même un métier qui est assez historique, peut-être l'un des plus anciens, qui était, je suis obligé de te faire un peu, je vais diguer un peu. Allez, repartons. Non, mais en gros, c'était mettre à disposition des formats, donc des partitions, pour que les œuvres soient jouées. Donc c'est un travail d'être proche des compositeurs et des auteurs, faire en sorte qu'il y ait une matière pour que des interprètes puissent s'en emparer. Ça, c'est le métier d'édition. Et au fur et à mesure, les choses ont évolué avec l'arrivée de supports, l'arrivée de... Donc, je vais pas non plus aller trop loin. Super musicaux où... dès l'instant où on a pu mettre la musique quelque part et l'écouter, quoi. Dès qu'il y a eu un interprète qui est arrivé, donc après, tout s'est un peu mélangé. C'est-à-dire que les éditeurs étaient toujours là pour promouvoir des œuvres, mais derrière, très souvent, les auteurs-compositeurs pouvaient être eux-mêmes interprètes. Donc, d'un seul coup, le métier d'éditeur s'est légèrement transformé parfois en devenant à la fois producteur du projet, à la fois en étant manager finalement de l'artiste-interprète. Ouais. Donc il y a une sorte de perméabilité entre les métiers qui sont... bon, quand on est dedans, ça reste assez lisible, mais quand on est à l'extérieur, ça peut paraître complètement dingue. Ouais. Donc, et nous, on intervient donc au niveau on va dire, pour rester sur la musique à l'image, sur différents aspects, différents axes. C'est à la fois une logique d'accompagnement des producteurs audiovisuels. Donc, dans tout ce qui est question musicale, on essaie de simplifier et de répondre à toutes leurs attentes, qu'elles soient dans la logique de dépôt, ne serait-ce que d'être éditeur d'œuvres, donc déposer les œuvres auprès des sociétés de gestion collective et collecter les droits, qui reste quand même notre cœur de business. Ouais. Qui fait en fait la protection finalement de l'œuvre musicale et donc de son compositeur. Quoi. Exactement, donc c'est à la fois une partie indispensable de protéger les œuvres et de l'autre côté de collecter les droits générés par l'exploitation de ces œuvres. Donc on intervient sur ce schéma qui est quand même plus orienté management de droits, avec une structure au niveau international qui nous permet d'accéder directement auprès des différentes sociétés de gestion collective. Donc on est membre direct des sociétés de gestion collective, c'est un peu notre cœur modèle. Cœur de métier, notre modèle, c'est-à-dire que c'est un peu ce qui fait notre spécificité, c'est que bon, historiquement, il y a plus d'une vingtaine d'années, moi, j'avais commencé à travailler dans le milieu de l'édition en créant un bureau français pour un groupe britannique. Et donc, fort de cette expérience, je me suis rendu compte assez vite de l'intérêt d'être très autonome vis-à-vis des sociétés de gestion co et pas de dépendre d'une seule société de gestion pour documenter l'international. Donc, quand on est dans des répertoires type chansons, finalement, c'est un peu plus simple. C'est-à-dire qu'il y a un auteur, un compositeur, une œuvre. Je grossis le trait. Parce qu'il peut y avoir évidemment 15 éditeurs, 15 auteurs, 15 co-compositeurs, etc. Mais dans l'audiovisuel, c'est tout de suite une technicité différente. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des œuvres, mais il y a aussi des éléments complémentaires, type un music sheet, qui est vraiment la carte d'identité d'un film. Et le film, le titre du film, par exemple, varie en fonction du territoire d'exploitation. Et donc, si on le décline sur des séries, donc il y a des titres d'épisodes qui varient en fonction des territoires d'exploitation. Et donc, des dépôts et des documentations qui doivent suivre. Donc, il y a une technicité et qui deviennent beaucoup plus lourds. Donc, il y a une technicité que nous, on a développée, donc justement, il y a plus d'une vingtaine d'années, pour s'assurer que l'ensemble des sociétés de gestion collective soient documentées correctement
Et donc, le modèle qu'on a choisi, c'est d'adhérer directement auprès des sociétés de gestion pour piloter la documentation et pas dépendre d'autres sociétés de gestion. Et ça fonctionne... À l'international. À l'international, ça fonctionne plutôt bien. Donc, nous, on a des bureaux donc, à Londres, à Berlin, à Madrid, à New York et en Suède également. Et un bureau un bureau un peu qui est plutôt un home bureau de notre partenaire à Los Angeles. Et c'est toute la difficulté en ce moment, ce qui se passe aussi sur le business actuel, pour rester spécifique à l'animation, est quand même dans une légère tourmente. Donc, et principalement aussi de la part de nos partenaires streamers historiques qui eux-mêmes sont dans une réflexion et un doute profond. Donc, tout est, on va dire, en réflexion et le business est pour l'instant, on va dire, paralysé d'une certaine façon, avec un impact qu'on connaît aujourd'hui sur... beaucoup de nos amis et confrères qui sont dans une souffrance terrible. Donc, mais bon, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est vrai que, petit aparté là-dessus, c'est vrai qu'on est très affecté par, on va dire, le microcosme de l'animation française qui aujourd'hui souffre terriblement. Et donc, au-delà de la notion de business, qui évidemment a un impact, c'est assez difficile de voir des amitiés qui sont là en ce moment dans des passages un peu délicats, même si... J'en doute pas, tout le monde va rebondir et trouvera évidemment d'autres opportunités. Mais ça pose quand même les bases on va dire, d'une remise en question, d'une refonte plus profonde, pas que du monde de l'animation, mais je pense que la prise de vue réelle va être aussi confrontée à l'audiovisuel en général, et d'où la nécessité aussi d'être peut-être, et là on revient dans une perspective plus mondialisation, on va dire, mais d'être plus autonome et d'essayer de trouver en Europe, de trouver des leviers pour être dans des schémas, on va dire, différents et solidaire d'une certaine façon. Mais bon, intéressant. Ça, c'est un point de vue que tu veux développer en tout cas. Développer en tout cas, c'est une piste de réflexion que nous on mène déjà à notre niveau, au niveau des éditeurs indépendants. On essaie d'être acteur d'une certaine façon d'un potentiel changement. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis membre du board de l'IMPF. L'IMPF, c'est un forum qui regroupe tous les éditeurs indépendants worldwide. Et donc, moi, je suis membre du board. On est 22 ou 23 éditeurs. Et justement, l'enjeu, c'est d'avoir des réflexions sur des questions, des problématiques communes, l'évolution des marchés, les anticiper, se positionner aussi en tant qu'indépendant face, d'une certaine façon, à des grandes majors, à des majors qui elles-mêmes sont dans des problématiques parfois différentes, mais très souvent on se rejoint. On parle de Universal Music, Sony Music, les majors qu'on connaît, exactement. Donc c'est assez intéressant justement d'avoir des sortes d'associations internationales qui essaient de réfléchir ensemble sur des problématiques communes et trouver ou proposer des solutions auprès de nos dirigeants pour espérer justement une prise de conscience ou mondiale, une accélération à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Donc en toute modestie, c'est toujours très compliqué évidemment de faire bouger les lignes, mais en tout cas on s'y attelle. Il faut essayer quoi. Dans tous les cas. Je pense qu'on n'a plus trop le choix. Et alors, ce que je comprends, donc il y a cette partie gestion des droits, il y a l'édition dont tu as parlé. Il y a la production dès l'instant où, en fait, vous accompagnez un compositeur à produire un score. Et ensuite, il y a aussi une partie de label, il me semble. Vous avez une partie de label ? Historiquement, nous, on a fonctionné de façon assez autonome. C'est-à-dire qu'on a commencé par éditer des œuvres sur des projets de long métrage, d'animation, accompagner des producteurs audiovisuels qui nous ont assez naturellement poser la question, mais vous voudriez pas nous aider aussi sur la partie plus créative que rester sur la partie admin? Et ça a été le cas avec mon ami de toujours, avec Didier Brunner notamment. Et on a commencé à travailler ensemble au sortir des triplettes. Et donc, la relation qu'on a tissée finalement avec le monde de l'animation est assez unique. C'est-à-dire que il y a un véritable besoin d'avoir une expertise musique pour le monde de l'animation. Encore aujourd'hui, un peu moins, parce qu'il y a quand même une sorte d'apprentissage naturel et tout le monde est vraiment très autonome, très outillé, très performant. Mais si on se replonge 20 ans en arrière, c'était pas tout à fait le cas. Donc, on a commencé, nous, à travailler avec Didier, et puis ensuite avec d'autres. Kirikou aussi. Pas le premier, Kirikou et la sorcière, c'est pas nous. Avec Youssou, on est arrivé sur la partie
gestion des droits du film. D'accord. Mais artistiquement, non, on n'a pas eu un input sur le premier. Les suivants, oui, avec Manu, Dibango, Rokia, etc. C'est nous qui avons, c'est nous. On a épaulé et produit la musique pour le compte des armateurs. Et donc, on a eu l'occasion de travailler avec une multitude de talents grâce à cette première étape de management de droit, finalement. D'accord. Et au fur et à mesure, on a décidé d'ouvrir d'une certaine façon, on va pas appeler ça un département, mais en tout cas une expertise spécifique pour accompagner à la fois sur la partie gestion de droit, mais à la fois sur la partie prod-exé. Okay. Et de fil en aiguille, il s'est avéré que les projets qu'on menait à bout, si je puis dire, il fallait bien qu'ils existent aussi aujourd'hui sur les plateformes. À l'époque, c'était sur des CD. Sur l'édition CD. Exactement. Bon, après, vinyle, c'est encore une autre histoire. Mais donc, il s'est avéré qu'on était très souvent déçus de la sortie qui était faite sur nos projets. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de le faire. On a appris, nous, à sortir nos propres albums. En faire la promotion, la distribution, la distribution, en s'associant avec des attachés presse dédiés, spécifiques pour défendre les projets. Donc finalement, on a recréé une sorte de micro-label pour justement défendre au départ nos projets. Et puis petit à petit, on l'a étendu à des projets comme un service qui ne sont pas forcément créés chez vous. Exactement. Okay. Mais on a toujours cette volonté d'accompagner les compositeuristes ou compositeurs qu'on aime et les soutenir. Donc, on peut intervenir uniquement sur une sortie label ou sur une prod exé sans faire aussi la sortie label si on signe ailleurs. Exactement. Donc, ce qu'on essaie Vous avez une palette en fait d'accompagnement possible et les producteurs ou les gens viennent chez vous pour prendre les services peu à la carte. Il y a un peu de ça, en effet. Après, c'est vrai que c'est très souvent le spectre plus transversal qui s'opère, mais libre. Mes compositeurs nous appellent très souvent pour nous demander est-ce que vous pourriez nous accompagner sur ce projet. Il nous manque un peu d'argent pour finaliser le projet, donc nous on visionne l'ours ou le film à l'état dans lequel il se situe, et ensuite on décide de s'impliquer, soit financièrement, soit au-delà. C'est-à-dire qu'on va aussi accompagner pour faire la production complète du projet avec des recommandations à la fois d'orchestre, à la fois de lieux pour enregistrer, d'interprètes. Donc, en permanence, on essaie de s'adapter à chaque projet, aux besoins du projet, aux besoins du compositeur, aux compositeuristes qui sont impliqués. Et la capacité aussi du producteur à être autonome ou pas, à la fois financièrement, à la fois artistiquement, s'il a besoin d'un soutien ou pas. Donc, de toute façon, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Il faut qu'on s'adapte un peu. Et ce qui est aussi amusant, surtout, c'est-à-dire qu'on a cette diversité à la fois d'implication, mais à la fois aussi de talent qu'on rencontre, parce que c'est un enrichissement permanent, et d'être confronté à des problématiques qui sont souvent... quoi qu'on en dise, totalement différente d'un projet à un autre. À chaque programme. On a beau croire que non, on travaille... Non, c'est chaque film, franchement, chaque film... A une approche différente. Ouais. Et vous en avez accompagné beaucoup dans l'animation. Le Sommet des Dieux, avec Amine Bouafa, Petit Vampire, Olivier Davio, Calamity, avec Florencia Di Concilio, qu'on a reçu d'ailleurs sur Anima Show, Le Grand Méchant Renard, Robert Marcel Lepage, Les Hirondelles de Kaboul, Ola Frida... Amélie la métaphysique des tubes qui va bientôt sortir. Tout à fait. Ernest et Célestine que tu as mentionné. L'essai Sourcenin, Falcon Express. Falcon Express, exact. Qui donc, sera aussi projeté vous êtes un partenaire qui accompagne beaucoup de sorties d'animation, quoi. C'est impressionnant. Pop, petit arrêt sur image juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Music, qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Toon Boom, qui édite les logiciels d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. Et il y a un goût pour l'animation au sein de 22D, je l'ai pu remarquer depuis un moment. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus, justement, lorsque vous accompagnez un projet où vous allez identifier un compositeur ou une compositrice parce que
il est dans les cordes de l'œuvre. Comment se passe ensuite cette production-là? Est-ce que ça prend du temps ou pas? Voilà, un processus, finalement, tu dis chaque projet est unique, je suis assez d'accord, mais est-ce qu'il y a, tu vois, ce savoir-faire d'accompagner qui commence avant tout par une direction artistique, en quelque sorte, tu vois? On va dire tout le processus démarre sur, une nouvelle fois, sur l'écoute ou la lecture, soit du projet, du scénario, du pitch, du synopsis. Très souvent, quand c'est accompagné d'une bible graphique, c'est là où les choses se dessinent de façon plus claire, parce que souvent, sur la base d'un scénario, tu commences à avoir des idées qui fusent, mais il faut les opposer très vite à, voilà, on va dire, un cadre. Ouais. Et donc, c'est tout le processus créatif pour nous, à notre niveau, il démarre à ce moment-là, très souvent, quand on a cette chance, parce que parfois on arrive plutôt en pompier aussi, parce que ça nous arrive. Il y a tout un processus créatif qui s'est opéré avec un binôme ou un groupe. Et ça capote un peu, en tout cas, ça peut freine, capoter, voilà. Et donc, parfois, on nous appelle pour essayer de trouver une solution un peu... on va dire efficace et dans un temps limité, mais on va dire la vision plus confortable, c'est ça, c'est-à-dire qu'on échange avec un producteur et réalisateur, réalisatrice, l'équipe créative, et à partir de là, on se dit, on écoute, nous, les talents, nous expliquer le projet, la vision, leur histoire. Et à partir de là, on réfléchit en interne avec l'équipe, parce que là, je parle beaucoup de 22D sans dire qu'il y a une équipe, une dream team derrière qui est quand même qui est formidable, parce que sans cette équipe-là, je pense qu'on serait alors deux passionnés, et puis au fur et à mesure des années, d'experts aussi, et avec toujours cette philosophie d'essayer d'être au service du projet, au service des talents aussi, et en essayant petit à petit de rassurer. C'est un peu ce que j'ai essayé d'insuffler, c'est-à-dire que on est là, on doit rester à notre place, on ne va pas se substituer, c'est pas nous qui composons la musique, on n'est pas dans cette frustration-là, mais on est là pour essayer justement d'entourer et que ça reste une bulle créative et voilà. Un cocon fructueux et créatif, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, pour revenir sur tout le processus, donc généralement, au moment où nous, on imagine une sorte de profil, on propose au réalisateur, réalisatrice. Votre shortlist, quoi. On évite en plus de faire trop de... Enfin, nous, on est plutôt dans un schéma, on se dit, tiens, il y a peut-être une évidence ou deux de profils. Et à partir de là, c'est nous qui pitchons très souvent les profils concernés. D'accord. Parfois, ils sont connus, pas connus, moins connus, on connaît leurs travaux ou pas. Et on confronte avec le réalisateur, le producteur, la productrice, juste déjà dans un échange, savoir si... notre vision, voilà, et c'est la vision qu'on a du potentiel score du film. Est-ce que c'est une piste de réflexion qui semble pertinente? D'accord. Et si on sent qu'en effet, ça pourrait, à partir de là, on essaie d'organiser une rencontre avec les réalisateurs, réalisatrices, compositeurs, compositrices, jusqu'à un premier feeling et qu'à leur tour, ils échangent sur le projet en nourrissant en amont, nous, les compositeurs. D'accord. En leur expliquant aussi la vision qu'on a pu, nous, avoir, ou parfois pas. Parfois, on reste totalement neutre et on laisse d'abord les compositeurs, compositrices faire eux-mêmes ce travail-là et venir vers nous et expliquer, eux, ce qu'ils imaginent. D'accord. Et très souvent, on essaie, une fois qu'on est à peu près tous raccords, de créer le momentum où il y a un échange artistique qui peut se faire. Et ensuite... c'est la mise en action d'une certaine façon, où ils se mettent à travailler pendant une période donnée, un mois, et au sortir de cette période de travail, déjà les protagonistes sont à même de dire bon oui, il y a un feeling, il y a une idée, il y a quelque chose qui se passe, et ensuite généralement ils le défendent auprès du producteur. Et c'est tout ce cheminement qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut... Même si, une nouvelle fois, chaque histoire est différente. Là, je parle un peu d'un scénario idéal, mais à ce moment-là, on sent qu'il y a une sorte de noyau qui s'opère entre réalisateur, RIS et compositeur RIS, qui fait que tous les deux, ils sont assez solidaires d'une idée. Et quand on est une nouvelle fois sur un schéma de 5 ans, 6 ans de travail, bon, peut-être un peu moins sur la partie musique, mais il y a au moins 2 ans, il faut déjà sentir que c'est aligné, que ça va être possible. Et ensuite, ils défendent le projet auprès du producteur qui lui-même peut partager, ajuster ou peut-être être en désaccord. Et dans ce cas-là, c'est là où il y a un échange créatif qui s'opère et ça peut être intéressant aussi et enrichissant parce que tout le processus de création
étant suffisamment long, permet aussi aux producteurs ou les protagonistes qui sont impliqués, comme les distributeurs aussi, qui eux-mêmes sont là pour rappeler la cible, très souvent, parce qu'il y a parfois un léger décalage entre le fantasme du producteur, entre le compositeur, le réalisateur, réalisatrice, et là, d'un seul coup, il y a une sorte de judgment qui tombe, qui dit non, mais attendez, on va peut-être essayer de recentrer le débat, donc, tout en respectant. Parce que du coup, les diffuseurs, que ce soit les plateformes de streaming ou les chaînes de télévision, ont aussi leur mot à dire souvent sur. Bien sûr, ouais, d'accord. Donc, c'est beaucoup de personnes avec qui il faut composer, quoi. Voilà, c'est sans ça. faire de jeu de mots. Mais c'est véritablement ça. Et donc après, nous, parfois, notre implication se limite d'une certaine façon à vulgariser le message dans les deux sens. C'est-à-dire que le compositeur peut ne pas réellement entendre ce qui émane de l'encadrement, on va dire. Et réciproquement, c'est-à-dire que le compositeur émet une volonté qui, de l'autre côté, n'est pas entendue ou est entendue, mais d'une mauvaise façon. Et ce qui se passe, c'est que, à l'ère maintenant de l'intelligence artificielle, les outils nous permettent de retranscrire d'une façon assez réaliste une maquette. Il y a quelques années, il fallait quand même parfois avoir un peu d'imagination pour se dire, tiens, ce thème piano, oui, on va le décliner avec un orchestre. Ouais, ça. Et aujourd'hui, vous utilisez des outils dans ce moment-là un peu de pitch, quoi, accélérer la compréhension de la couleur musicale que va avoir l'œuvre, c'est ça? C'est pas mal, ça. C'est un peu ça. Oui, c'est toutes les banques de sons qui sont disponibles, qui nous permettent aujourd'hui de faire un travail quand même assez précis. D'accord. Et c'est assez sécurisant, finalement. C'est-à-dire que, après, il faut entourer le compositeur ou compositeuriste s'il ne dispose pas de ces outils-là, mais maintenant, ils sont quand même tous plus ou moins autonomes. Et ça permet en effet à toute l'équipe artistique de se dire, oui, voilà le rendu, plus ou moins, mais derrière, on passera à la phase d'enregistrement avec des cordes, des bois, des cuivres, enfin, tout un univers qui ne sera plus synthétique, qui va devenir réel, qui peut parfois être perturbant, parce que entre le son, on peut s'habituer pendant justement 2 ans à écouter une maquette et se dire, mais finalement, j'aimais bien le son un peu plus plastique d'une certaine façon. Ça arrive. Ça arrive, mais au fond, ça s'entend. Une musique qui dégage d'un orchestre versus une musique qui est dans un synthé ou d'un ordi, c'est pas la même en général. Ce qui se pratique beaucoup, c'est le côté plus hybride, c'est-à-dire c'est mélanger à la fois des sons réels et des sons digitaux. Et si c'est bien mixé, bien intégré, personne ne fait la distinction. Donc, les outils sont là aujourd'hui et il y a beaucoup de talents qui savent s'en servir ingénieusement. Et en termes de genre musical, du coup, vous avez couvert tout, quoi. Enfin, du symphonique jusqu'au groupe de pop, c'est arrivé. Enfin, est-ce que oui, parce que on fait quand même nous beaucoup d'animes. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que chez 22D, l'animation nous anime. On va dire, c'est nul. Non, mais en tout cas, c'est une vraie passion qu'on partage. C'est une vraie passion. Et la source de cette passion, c'est moi personnellement, j'aime beaucoup l'animation depuis toujours et la BD. Mais au niveau de la musique, plus spécifiquement, c'est un terrain de jeu qui est unique. C'est-à-dire que pour les compositeurs, il n'y a pas de son direct, il n'y a rien. Il n'existe rien dans l'animation à la base. Donc, c'est du dessin. Donc, il faut remplir. Et remplir nous permet justement d'avoir cette faculté de créer un univers sonore, mais from scratch. Et ça, c'est quand même une aubaine pour la créativité. Et donc, ça, c'est on va dire, la motivation parce que le terrain de jeu, finalement, il est très souvent, quoi qu'on en dise, plus appealing que la prise de vue réelle. Et derrière, ce qui nous permet aussi de rester dans ce milieu-là et surtout de l'apprécier autant, c'est que la gestion de l'ego trip, pour dire les choses clairement, est différente du live action, quoi. Est très très éloignée du live action, parce que l'ADN de l'animation, c'est un travail collectif et ça se ressent sur tous les niveaux. Donc c'est un mot collectif qui ressort tout le temps dans les interviews sur le podcast. Parce que les gens vivent l'animation par le collectif, quoi. Pour eux, c'est inimaginable de faire des choses en silo ou alors par ego. C'est vraiment collectif dans tous les sens. Et ça, c'est très appréciable, je trouve,
pour les équipes, pour ceux qui mènent les projets en tant que producteur ou réalisateur ou réalisatrice, etc. Donc, et ça s'applique aussi dans la musique, quoi. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, tiens, là, il y a un bouleversement sur la musique que j'avais pas forcément anticipé, etc. Je pense par exemple aux plateformes telles que YouTube, où il y en a d'autres, TikTok, Instagram et compagnie. Mais je pense plus spécifiquement à YouTube parce que l'animation, elle existe là-bas et sur cette plateforme. Dans ton métier de collecte des droits, etc., ça commence à être une part importante, non? Pour des œuvres d'animation, c'est nouveau, en fait, en quelque sorte. C'est nouveau, oui et non. Enfin, ça reste une plateforme, après, avec des accords qui sont discutables, on va dire. Indiscutables, d'accord. Non, mais enfin, il y a des accords en place avec tous ces acteurs. Donc, YouTube, qui est un peu un acteur historique, donc, et qui domine le marché de loin, et plus que jamais, là encore, avec les dernières statistiques aux US, où ça reste YouTube, qui reste quand même la plateforme de référence, et même chez les kids, ce qui est complètement fou selon moi. Mais bon, je suis né suffisamment tôt pour passer de la cassette au CD et j'en passe, et pour au peer-to-peer et au stream. Donc, en effet, les évolutions technologiques, on les a vues, on a subi ces évolutions technologiques et on a su, bon an, mal an, s'adapter et rebondir assez vite, mais au passage, on perd des plumes. Ça, c'est le constat à chaque fois. Donc, à l'ère du stream, aujourd'hui, il y a quand même une minorité de talents qui bénéficient de, on va dire, des redevances générées par les exploitations stream. Et YouTube, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que YouTube, il y a des accords spécifiques qui sont, on va dire, un peu à sens unique. C'est-à-dire qu'il y a la capacité pour le producteur de collecter ses droits sur YouTube est réelle. La capacité des sociétés de gestion collective de collecter des droits l'est un peu moins. Donc, surtout sur les programmes audiovisuels. Annecy, c'est bientôt. Il y a des annonces que vous allez faire. En fait, vous avez organisé carrément des rencontres, c'est ça, depuis c'est la 4e année, cette fois-ci, que le Annecy Music Lab existe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce programme? Alors, le Annecy Music Lab, donc, l'idée initiale, c'était de réussir à créer des passerelles entre les jeunes talents compositeurs et les jeunes talents réalisateurs, réalisatrices. Et de cours d'animation ou de long métrage, évidemment, dans tout le domaine de l'anime, que ce soit des cours, des clips, du long métrage. Et c'était trouver une sorte de prétexte de les réunir, qui est toujours compliqué parce que Annecy a toujours souhaité faire des moments de rencontres, de speed dating, Meet the Composer. Et c'est vrai que c'est toujours difficile on va dire, d'agréger des réalisateurs et réalisatrices pour de multiples raisons. C'est généralement quand ils sont sur place, ils sont happés par tout le monde. Les projections ou alors les rencontres et tout ça, par les producteurs, par les animateurs qui ont besoin aussi d'échanger. Donc, c'est très difficile de réussir à les capter et créer des rencontres avec des compositeurs. Donc, nous, on s'est dit, on va essayer de cibler, on va dire, la strate du dessous, donc les plus jeunes, donc les artistes en devenir et les compositeurs, compositrices en devenir. Et donc, on s'est associé avec différentes écoles, conservatoires, à la fois dans l'animation, donc à la fois dans la musique, pour transférer cette information ou transmettre cette information très en amont du festival pour que tout le monde soit informé qu'il y a le Annecy Music Lab, en partenariat évidemment à la fois avec le festival Citia et la SACEM qui nous soutient depuis toujours. Et donc l'idée, c'était de réussir à faire en sorte que ces deux univers se réunissent enfin dans un cadre identifié. Et c'est la 4e année, et je pense que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On est content de la trajectoire et de la tournure, tout à fait, parce qu'il y a des talents qui continuent justement. Une nouvelle fois, ça résonne sur la difficulté à monter un projet dans un laps de temps limité, mais en tout cas, il y a des initiatives des premiers duos, en fait, qui existent, c'est ça? Des premiers duos qui ont commencé à émerger. Donc là, nous, cette année, donc c'est le film Ira avec Camille Rillet et Rosen Busson, c'est ça? Merci. Donc, c'est le fruit, finalement, de ces rencontres organisées par 22D lors de cet événement qui s'appelle Annecy Music Lab. Je trouve que c'est une super initiative parce que se faire rencontrer des talents qui n'ont pas les mêmes cordes entre la réalisation d'animation et la
musique, ils sont pas tous les jours en train de se rencontrer, quoi. C'est vraiment un événement qui a du sens, quoi, pour ça. Et d'ailleurs, ça se reconduit chaque année. Il y a des premières collabs qui existent. Donc ça, c'est prometteur. Je trouve ça bien d'aller rapidement, à la source des talents pour les faire émerger, faire émerger des projets communs, quoi. C'est vrai que ça fait partie de notre mission. C'est-à-dire que cette recherche permanente à la fois de transmission, de réussir à créer des connexions, c'est une motivation du quotidien chez toute la team de 22D. Après, on essaie de s'appliquer à être dans une mixité en permanence, s'assurer qu'il y ait bien des femmes qui sont impliquées dans dans toutes les strates de cette dimension créative. Donc, c'est pas si simple, je dois dire, parce que sur la partie composition, même s'il y a des référents de plus en plus qui sont clairement identifiés, il n'y en a jamais assez. Donc, nous, on est là pour essayer de soutenir une nouvelle fois et mettre en lumière tous ces talents et voilà. Et Annecy Music Lab, c'est aussi ça. C'est-à-dire que là, cette année, en l'occurrence, il y aura donc une masterclass avec Rémi Chaillet et Florencia di Concilio. Ouais, tout à fait. L'idée, c'est qu'il y ait ce moment de partage de leur relation, qui est quand même aussi assez unique, où ils travaillent une nouvelle fois. Donc, ils ont fait Quelle Amitié, et là, ils attaquent. Ils sont sur Fleur actuellement. Ouais, nouveau long métrage. Nouveau long métrage de Rémi. Et donc, ils vont expliquer un peu la naissance de leur histoire, de leur complicité créative. Et justement, c'est important que Florencia explique aussi sa fonction, son statut, sa légitimité, qu'elle explique aussi la relation et la façon dont elle drive une composition. Et donc, nous, on s'applique tous les ans à faire en sorte qu'il y ait bien cette petite piqûre de rappel, parce que certains ont tendance à l'oublier. Super, donc on invite les auditeurs et auditrices qui sont dans la musique ou dans la réalisation à s'inscrire et à venir participer aussi à cette conf panel, quoi. Tout à fait. C'est le vendredi. Ouais, tout à fait. C'est ça. L'heure exacte, je ne l'ai plus, mais je pense que c'est en début d'après-midi, ça va être vers 14h. Ouais, Annecy Music Lab, allez voir, vous aurez tout à gagner. En plus, c'est super sympa, l'endroit est très cool. Donc, c'est très bien. Écoute, merci infiniment, Emmanuel, d'être venu sur The Anima Show. Mais je t'en prie. Et puis, tu as été un soutien depuis la première heure sur ce format et qui est très apprécié. Franchement, on me fait des super retours de la part de l'industrie. Donc, merci pour ça aussi, quoi. Merci à toi. Nous, on est très fiers aussi d'être associés à ce podcast qui est quand même unique et que je suis, moi, de façon assidue. Donc, c'est vrai que c'est une proposition qui est limitée à tous les acteurs du milieu, mais qui est, je pense, très, très suivie. Donc, mais en tout cas, c'est un super objectif pour nous de le mettre en lumière, toutes ces personnes. Et puis, bonne continuation, puis on se voit à Annecy. Merci beaucoup.